Le but, je vous rappelle, du séminaire est de vous donner des connaissances internationales, en fait. C'est la première partie des choses qu'on vient de voir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes moins dépourvus, si vous me permettez l'expression, d'ignorance que vous ne l'étiez précédemment sur les données physiques, historiques et militaires, en fait, ce qui concerne le sujet de la Palestine. Ça sert aussi, en fait, à désigner donc une géopolitique qui, comme je vous disais, est une tentative de discipline à vocation scientifique pour comprendre les faits et donc avoir un caractère prédictif. Souvent, la question s'est posée historiquement de manière très très forte dans la première moitié de ce siècle, de savoir si les sciences sociales pouvaient être prédictives. En fait, avoir un statut d'objet relativement comparable à ce qu'on appelle les sciences dures, c'est qui sont censées pouvoir proposer des modèles logiques qui permettent d'expliquer et de prévoir des comportements d'objets. Par exemple, en chimie moléculaire, pour prendre un petit exemple à mon niveau, on est censé pouvoir établir de nouvelles configurations d'atomes en sachant que les atomes vont réagir de telle ou telle manière. Et je ne dis pas une bêtise là, non, c'est... Bon. Pardon ? Je demande s'il y a des chimistes par là. Non, non, enfin, ou en mécanique, en physique, pour savoir si un objet qu'on lance de tel point à tel point va bien de tel point à tel point. Ici, toute la complexité, en fait, je vous le disais la dernière fois, c'est que toute la complexité d'une démarche analytique en sciences humaines, c'est que ça repose sur l'idée que les gens qui pratiquent cette analyse ont aussi des postulats, qui peuvent en être prisonniers et qui peuvent de fois ne pas être en mesure de les objectiver, c'est-à-dire qu'ils restent dans le fait social total dont je vous ai déjà évoqué, c'est-à-dire qu'ils restent agis, comme on dit, en fait, par le fait social extérieur à leur conscience et coercitif par rapport à leur conscience, qui les met dans une situation dont ils n'arrivent pas à voir les éléments. Les négociations, en fait, ou les possibilités de négociation sur la Palestine, c'est un bon cadre, en fait, pour essayer de voir ça de manière globale et surtout essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ces questions d'intérêt, coopération ou confrontation. C'est-à-dire qu'en fait, il se passe quelque chose qu'on va appeler, entre nous, d'un terme un peu barbare peut-être, ce qu'on appelle un anthropomorphisme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette notion. L'anthropomorphisme consiste à doter des qualités des êtres humains des choses qui ne sont pas des êtres humains. À l'origine, ce sont les mythes grecs qui, pour les premiers, en fait, ont dégagé la notion d'anthropomorphisme pour la culture, la connaissance occidentale, c'est-à-dire qu'on disait que Zeus ou que Athéna ou que etc. agissaient comme un être humain. Donc c'est la première notion d'anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'on donne à un dieu des attributs qui sont ceux, des attributs de comportement, de volonté et d'attitude, qui sont ceux d'un être humain. Dans un deuxième temps, on est venu en fait à doter des entités globales. Alors parfois c'est des classes d'âge, parfois c'est des États, parfois c'est des entreprises, parfois c'est des organisations. On les dote de qualités humaines. C'est-à-dire qu'on va dire qu'un État désire telle ou telle chose et se comporte de cette manière. Donc on établit en fait une analogie entre ce qu'on croit savoir du comportement de l'être humain et ce qu'on croit percevoir du comportement de l'entité organisée. C'est un peu l'idée aussi dans la construction de la République française, l'idée de la Marianne. La Marianne, c'est un anthropomorphisme qui incarne l'État, qui incarne la nation, et qui est doté de telle ou telle propriété de volonté, etc., qui font que, par exemple, en 1914, la Marianne paraissait supérieure au symbole des Boches. Enfin, vous me permettez ce raccourci saisissant, mais c'était ça l'idée. Plus tard, les Allemands, par exemple, avec leur notion de Volk, dans l'expression ein Volk, ein Reich, ein Führer, en fait, ont donné à la notion de Volk, au peuple, une volonté à peu près similaire à ce que pourrait avoir en fait une entité organisée humaine. Où se pose la suite de la question en fait pour nous, c'est en fait savoir si les États sont capables d'intérêt, de coopération, de confrontation, si c'est des qualités qu'ils peuvent avoir en fait sont intrinsèques à l'État en tant que tel, ou nous on doit se demander est-ce que ces qualités ne sont pas affichées par ceux qui incarnent et représentent l'État, qui disent qu'ils sont ou Israël ou la Palestine, qui, si vous voulez, qui font ce qu'on appelle en fait l'acte de délégation, de représentation de gens. Vous comprenez cette idée ? C'est clair là ? Bon. S'ils le font à bon escient ou s'ils le font d'une manière qui peut paraître guidée par leur volonté de faire, etc. Quand Sharon
décide de certaines choses, comme je vous l'ai déjà dit une fois précédente, c'est quand même l'auteur des massacres de Sabra et Shatila qui est porté au pouvoir par les Israéliens, et le message pour les Palestiniens est très clair. C'est que c'est celui qui a fait ça qui va vous parler en face. D'accord ? De la même manière que ça a été très long pour les Palestiniens d'obtenir une reconnaissance internationale de Yasser Arafat, parce que les Israéliens essaient de le mettre au banc des nations. Vous savez que Yasser Arafat est quelqu'un qui a passé des années et des années, peut-être 30 ans de sa vie, peut-être encore que ça dure, à jamais dormir au même endroit tous les soirs, pour empêcher qu'il y ait des attentats contre sa personne qui soient organisés. Donc c'est là aussi où c'est un enjeu parfois de refuser à quelqu'un un statut d'égal et un statut d'État, quand par exemple pour le cas de la Palestine, ça a été un très très long enjeu, les Israéliens ne voulaient pas en entendre parler, c'était un préalable à beaucoup de leur capacité à négocier, ils ne voulaient pas entendre parler de la possibilité d'un État palestinien, parce qu'ils ne voulaient pas qu'il fasse à quelqu'un de légal, pour parler à égal, en fait, avec l'autorité qui était censée représenter l'État d'Israël. Bien. Alors maintenant, revenons à la notion d'intérêt, de coopération et de confrontation, et voyons en fait comment ça peut se passer concrètement dans le cas qui nous occupe, parce que moi ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que aujourd'hui, nous, Européens, on pourrait avoir un réflexe sur la situation israélo-palestinienne, qui, vous verrez dans les trois termes, qui en fait est typique de notre capacité culturelle à imaginer de choses nouvelles, mais qui n'est pas du tout a priori inscrite dans les cultures israéliennes et palestiniennes pour l'instant. C'est-à-dire en fait, très longtemps, le conflit israélo-palestinien a été géré comme une question de confrontation immémoriale entre les adorateurs de Yahvé et les adorateurs d'Allah. Les gens en fait qui ne pouvaient pas se voir entre eux parce qu'ils avaient ça dans leur sang, quoi, dans leur race. C'est comme ça qu'on y a pensé en fait, jusque dans les années 70. Les Anglais, vous savez, ont été les premiers manœuvriers de la notion de race et de peuple en fait, entendue comme ça. Et c'est vrai que la manière dont ils voyaient le monde arabe a beaucoup socialisé, en fait, a beaucoup conduit les gens à penser qu'il pouvait y avoir un fossé irrévocable entre les Arabes et puis effectivement les Yiddish, comme vous voyez marqué tout à l'heure, en fait, comme les Juifs, en fait, entendus comme quelque chose d'extrêmement péjoratif. Le Premier ministre anglais Chamberlain, je vous le rappelle, a négocié avec Adolf Hitler avant que Winston Churchill ne soit Premier ministre anglais, en le traitant comme quelqu'un de fréquentable. Ça paraissait pas très grave pour des Anglais des années 30 qu'on veuille supprimer des Juifs. C'est pas un gros problème. Et par exemple, pour vous donner un exemple, dans un roman très classique, dans un roman d'Oscar Wilde, il s'appelle Le Portrait de Dorian Gray. Si vous regardez les principaux acteurs les principaux personnages de ce roman, vous verrez qu'à un moment, le personnage central éprouve une relation affectueuse pour une actrice de théâtre qui joue dans un théâtre qui est tenu par un juif. Et là, vous avez un portrait de juif qui n'est pas pire que ce qu'on peut trouver en fait classiquement dans la littérature anti-dreyfusarde ou dans la littérature catholique réactionnaire en France dans les premières moitiés des années 50. D'accord ? Donc en fait, il a été très important culturellement aussi pour l'État d'Israël et pour les gens de l'État d'Israël. Et c'est pour ça qu'ils ont produit des militaires aussi durs, si vous voulez, aussi solides, aussi guerriers, si je puis dire, de prouver que les Juifs n'étaient pas des sous-êtres humains et qu'ils étaient capables de mener des guerres par eux-mêmes. Parce que par ailleurs, la cause palestinienne a été portée par beaucoup d'États arabes qui y mettaient d'autres intérêts, et qui étaient des intérêts de confrontation. Le rôle de l'Égypte a été mentionné tout à l'heure, mais c'est vrai que la Syrie a eu différentes sortes de comportements à cet endroit. L'Irak, la Jordanie ont vu des choses différentes se faire, et ils ont tous rêvé quand même de rejeter Israël à la mer. Ils voulaient quand même réussir à faire un Makresh qui soit en fait une entité arabe entière, où il n'y ait plus de juifs, quoi. Donc tout ça, en fait, s'est vu dans une structure sociale de l'action qui était considérée comme une confrontation. C'est-à-dire que chacun des protagonistes était en opposition totale de perspective, qui ne pouvait se réguler que de manière, en fait, qui pouvait se réguler que par le conflit. Donc la guerre, et puis attendre de savoir qui allait gagner contre qui pour savoir comment faire. Et les fois, en fait, où on a un peu arrêté de raisonner sur la confrontation, on est rentré dans des logiques d'intérêt qui ont été tout à fait typées par vos camarades tout à l'heure quand ils ont dit, quand ils ont raconté en fait les moments des négociations de 79-82 et de 91-92, quoi, pour dire, oui, l'Égypte avait perdu le Sinaï, l'Égypte était en situation désagréable, on va dire, ils avaient intérêt à négocier. C'est-à-dire qu'en fait, la logique d'intérêt dans les négociations internationales est une logique qui tend à présenter les choses en termes de gains. C'est-à-dire, est-ce qu'on a intérêt à accepter de reculer de 500 km pour avoir la paix, ou est-ce qu'on a intérêt d'obtenir 500 km de plus ? Et c'est généralement fait des logiques de cartes.
C'est-à-dire qu'on va essayer, et vous avez vu la complexité actuelle du niveau des cartes, c'est-à-dire qu'au départ, on coupe comme ça un territoire, puis après, on le recoupe comme ça, puis après, on le conquiert comme ça. Après, à l'intérieur, il y a quelque chose qui bouge, puis finalement, il y a des gens qui s'installent, on fait exprès d'installer des colons, on fait exprès de faire partir des personnes. La notion de purification ethnique que je vous évoquais tout à l'heure, qui a été très marquée pour votre génération par la Yougoslavie, en fait, pour la guerre en Bosnie-Herzégovine, en Croatie et au Kosovo, était en fait pratiquée communément au Moyen-Orient, sur le territoire de la Palestine historique, donc d'Israël et de la Palestine d'aujourd'hui. Quand on essaye en fait de sortir d'une telle situation, en fait, la logique est très ambiguë. C'est-à-dire qu'en fait, quand on positionne quelque chose en termes de confrontation, on est strictement en fait dans la possibilité, pour les systèmes de négociation de stratégie des jeux que je vous évoquais l'autre jour, soit de stratégie à somme négative, soit de stratégie à somme nulle. C'est-à-dire, en fait, la logique de confrontation, c'est la logique des blocs de la guerre froide. C'est-à-dire, s'il peut y avoir une stratégie négative, c'est-à-dire au sens où tout le monde va perdre. Vous nous cherchez trop, vous nous menacez trop, on sort le nucléaire. On n'est pas sûr d'y survivre, mais on est sûr que vous mourrez. D'accord ? C'est ça, en fait, le principe de la stratégie à somme nulle, à somme négative. La stratégie à somme nulle, en fait, qui, je vous rappelle, est celle d'un vainqueur et d'un défait, qui impose une défaite à quelqu'un et une victoire à un autre, était l'autre en fait structure de la confrontation, c'est-à-dire que les gens ont attendu le moment où Israël arriverait à repousser ses frontières suffisamment loin et à maintenir un ordre intérieur de manière à ce qu'il n'y ait plus de problème. Israël a été encouragé à prendre possession du Liban, a été encouragé à se maintenir au Golan, a été encouragé effectivement à oublier la question palestinienne. Il faut appeler un chat aussi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont espéré qu'il n'y ait plus de Palestiniens. Ça serait beaucoup plus simple. Israël a été encouragé à maintenir et consolider ses positions sur le Sinaï. Je vous évoquais tout à l'heure la question effectivement du canal du Sinaï, oui c'est ça de Suez, oui, excusez-moi. En plus, on se demandait s'il n'allait pas y avoir du pétrole dans le Sinaï. Donc vous imaginez dans les années 70 l'enjeu que ça pouvait représenter. Si par hasard il y avait eu autant de pétrole dans le Sinaï qu'il y en avait eu dans le Golfe Persique, ça fait très longtemps qu'effectivement les compagnies, souvent américaines d'ailleurs ou anglaises, d'ailleurs la Shell est aussi puissante qu'Exxon et compagnie, auraient maintenu le Sinaï sous domination israélienne. Parce que ça aurait été bien dommage qu'en plus des autres pays de l'OPEP, il y ait l'Égypte qui aura du pétrole, etc. Le jour où on est passé aux logiques d'intérêt, en fait, on est passé à des logiques de négociation. Les accords de Camp David ont été beaucoup négociés par un Américain qui s'appelait Jimmy Carter, qui était un démocrate, un planteur d'arachides à l'origine, donc un démocrate du Sud. Si vous voulez, de ces vieilles traditions démocrates qui ont toujours soutenu le principe que les Noirs pouvaient être esclaves. Donc il faut aussi toujours faire attention, pareil, quand on lit les États-Unis entre républicains et démocrates, il faut savoir d'où ils viennent et qu'est-ce qu'ils ont comme antériorité. Parce que les républicains, parfois, sont plus modernistes sur certaines formes de solutions, puisque je vous rappelle, dans la guerre entre le Sud et le Nord des États-Unis, c'était le Nord qui était représenté par les républicains, le Sud par des formes de démocrates, et que les républicains voulaient la fin de l'esclavage et non les démocrates. C'est pas pour ça non plus, je vous rappelle que les républicains n'ont jamais été des anges, parce que le monde du travail aux États-Unis à partir de 1880 jusqu'à 1920 est un monde extrêmement dur, et je vous rappelle que la fête du 1er mai, qui est la fête du travail, commémore en fait une répression qui a eu lieu à Chicago, lors d'une grève en fait dans les abattoirs de Chicago, où les ouvriers ont été massacrés par l'armée américaine. Et c'est pour ça que c'est resté une fête du travail. Donc, sur la question des intérêts, c'est qu'on va essayer d'amener en fait les protagonistes de la négociation. Donc, d'un côté, l'OLP ou ses représentants, ou les pays qui représentent l'OLP, la Jordanie éventuellement, ceci ou cela éventuellement, peut-être quelqu'un de l'ONU, mais dans ce cas-là, l'ONU est quand même plutôt à dominante pro-israélienne, même s'il essaie de faire appliquer les chartes qui revendiquent l'application des chartes de 1947. Et de l'autre côté, donc, les négociateurs palestiniens. Et si c'est une négociation d'intérêt, on reste en fait dans la logique des armes. C'est-à-dire, Israël dit, nous avons l'arme nucléaire, nous avons des mirages de chasse, l'Irak pose problème, etc. Vous n'allez pas nous laisser tomber, et vous allez quand même pas permettre à quelques cohortes de Palestiniens d'avoir un truc à part entière. Les Palestiniens, eux, ils disent, nous, on veut bien réussir à exister, on utilise ce qu'on peut. C'est-à-dire qu'en fait, en termes de sciences politiques, de sociologie politique, on disait, par exemple, sur la notion de répertoire d'action, c'est une notion que je vous ai déjà dit, c'est la notion, en fait, répertoire d'action, c'est
Alors, c'est un répertoire d'action qui est collectif ou individuel, ça veut dire de quoi disposent des gens pour agir ou faire ou se manifester. Pardon. C'est un Américain qui a typifié ça sur la Vendée, en fait, la mobilisation vendéenne lors de la période révolutionnaire française. C'est en fait, si vous me permettez la notion, c'est une des premières tentatives sérieuses dans nos petites sciences humaines pour arriver à des classifications systématiques dont je vous ai déjà dit que le tableau de Mendeleïev faisait l'admiration de tous. C'est-à-dire que peut-être qu'un jour on arrivera à savoir tout ce que les êtres humains sont censés pouvoir faire comme étant des répertoires d'action. Mais ça évoque les répertoires d'action des ressources, des moments, des circonstances historiques, et on disait souvent dans les années 70, enfin, c'était un propos un peu cavalier, mais c'était toujours amusant à entendre, enfin amusant, c'était parlant, on va dire, les agriculteurs bretons sont capables de déverser du chou-fleur dans les préfectures, et les Palestiniens sont capables de détourner des avions. Donc ce que ça voulait dire par là, c'est que les Palestiniens, pour se faire entendre, n'avaient pas beaucoup de moyens. Ils ont souvent essayé de travailler des perspectives spectaculaires. Vous avez dû, j'imagine, en entendre parler plusieurs fois. La notion de l'intifada aussi était une notion spectaculaire. C'est pas une décision qui doit se prendre aussi simplement que ça, mais c'est vrai que Yasser Arafat, ou du moins l'OLP, ou les différentes composantes du Fatah, ont jamais oublié le fait que voir un enfant mourir sous les balles d'un soldat, au niveau de l'opinion internationale, c'était plus positif qu'autre chose. Donc en fait, ça voulait dire aussi que la négociation qui était menée, pour essayer d'arriver à des stratégies d'intérêt, mobilisait des choses très différentes, et que les Palestiniens jouaient peut-être parfois sur certains affectifs ou certaines peurs de certaines choses, mobiliser ce qu'ils pouvaient de fondamentalistes islamistes, laisser des choses se développer, ou n'en laisser pas se développer, c'est-à-dire que les Palestiniens n'ont jamais eu un contrôle absolu sur ce qui pouvait se faire, au contraire des Israéliens, qui sont dans une logique plutôt complètement éclairée de ce qu'ils peuvent faire ou pas, qui connaissent bien les possibilités d'action. Et donc dans tout ce micmac, si vous voulez, il n'y a rien pour l'instant qui est véritablement ressorti de ferme, parce que la grosse question où ça achoppe aujourd'hui, c'est finalement comment découper ces territoires. On l'a vu tout à l'heure, c'est un énorme moyen de pression qu'a Israël, en cause de son degré d'équipement militaire aussi, mais de pouvoir effectivement bloquer des gens dans des zones où c'est très difficile de survivre humainement, où il n'y a pas à bouffer comme il faut, où il n'y a pas de travail, où il n'y a pas d'espace. Et c'est là où vous pouvez voir aussi que la pire des privations qu'on puisse imposer à des gens, la pire des privations à la liberté, c'est des privations de choses matérielles, de l'espace, de l'eau, de l'air, de la place, en fait, et du boulot. La politique israélienne a été particulièrement là-dessus cynique. Je vous disais aussi que dans les relations internationales, il y avait un fonds cynique, et c'est un fonds qui est d'origine américaine, qui est lié à Kissinger, qui a effectivement toute une tradition de secrétaire aux affaires extérieures américaine, qui est une politique cynique et qui s'est beaucoup appuyée, en particulier aux États-Unis, sur les questions du lobby juif. Où des gens, en fait, aux États-Unis, qui n'ont aucune obligation de se revendiquer de telle ou telle religion, de telle ou telle ethnie, ou telle, vont construire une idée d'eux-mêmes extrêmement forte sur le respect de la Torah, sur le respect de ceci, de cela, et qui vont capitaliser énormément de moyens économiques, prendre beaucoup d'argent, en fait, pour fournir à Israël ou à des lobbies pro-israéliens les moyens d'agir. La notion, en fait, de lobby apparaît dans les années 70 aux États-Unis, principalement, d'une part, sur la question environnementale, et sur la question des femmes. Mais quand je dis sur la question environnementale, ce n'est pas forcément des gens qui veulent protéger l'environnement. C'est des gens qui veulent avoir la paix pour pas qu'on les empêche de construire de grands barrages hydroélectriques ou de faire des centrales nucléaires ou à charbon ici ou là. Et de l'autre côté, sur la question du lobby juif, qui a été effectivement quelque chose de très très majeur, parce qu'en plus ça se reliait beaucoup à ce qu'était la Russie de l'époque, l'URSS, et qu'effectivement c'était les gens les seuls à avoir des canaux de communication dans tout ça. L'URSS n'ayant jamais eu une position pro-palestinienne vraiment affichée, et faisant toujours attention, en fait, à ne pas froisser quelque part certains des intérêts d'Israël. Donc les Palestiniens, effectivement, à ce niveau-là, étaient un peu perdus face à toutes ces puissances économiques, surtout qu'ils n'avaient pas vraiment la faveur des Wahhabites, en fait, des gens d'Arabie Saoudite, qui sont en fait des Émirats Arabes Unis, qui sont en fait des Émirats Arabes, en général, qui sont quand même les gros possesseurs de capitaux dans ces régions-là. Gros possesseurs de capitaux par ailleurs, qui, depuis après l'affaire du Liban, dont on parlait l'autre jour, étaient quand même plutôt gérés. Il faut bien vous dire que les pétrodollars font beaucoup de la mondialisation au sens critiqué du terme. Les flux de capitaux reposent beaucoup sur les pétrodollars et la gestion des pétrodollars surtout, qui est souvent faite par des banques à dominante américaine et parfois proto-israélienne sur ces questions-là. Bref. Donc la structure sociale de l'action, c'est celle-là. C'est une structure en fait complexe, dans laquelle, complexe si vous voulez, pas au sens
Donc c'est une structure sociale compliquée. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'est pas plus ou moins complexe que ceci ou cela, parce que les choses complexes, ça devrait être traité comme les nombres complexes. C'est quelque chose à part, par rapport simplement au nombre ou au réel, quoi. C'est une situation compliquée et probablement à dessein entretenue comme compliquée par des gens, par des acteurs qui ont la capacité de le faire, et d'autres qui essaient de faire ce qu'ils peuvent, mais qui n'ont pas de modèle logique pour agir. C'est aussi ça la question des géopolitiques ou des relations internationales, c'est aussi ça la question des sociologies, c'est de quoi a-t-on conscience, à quel moment, pour faire quoi. C'est ce qui a été, si vous voulez, si atroce à percevoir pour certains qui pouvaient le comprendre, par rapport à la décomposition de la Yougoslavie. Dès qu'on a pu voir sur des écrans de télévision, très peu de temps après, en plus la culture du Golfe, la guerre du Golfe, voir des chars et des avions de chasse serbes, enfin yougoslaves serbes, attaquer la Slovénie, qui était en fait quelque chose, qui est une petite Suisse, une petite Autriche, qui n'est pas quelque chose peuplé d'agités arabes, si vous me permettez la propagande qui a été faite ensuite, comme la Bosnie-Herzégovine, ou de descendants d'Oustachis nazis, comme ça a été fait pour la Croatie. Quand on a vu la Serbie effectivement attaquer la Slovénie, on avait là la vision de gens qui avaient, la vision de gens qui avaient une vision globale des possibilités du jeu. C'est-à-dire, effectivement, les maîtres de Belgrade savaient très bien que s'ils attaquaient la Slovénie ici, et s'ils faisaient de l'agitation en Croatie ici, et s'ils préparaient des troupes en Bosnie ici, ils obtiendraient le résultat qu'ils voulaient. C'est ce que fait très bien Israël quand il décide tel jour de bloquer les territoires palestiniens, d'envahir tel ou tel endroit, de massacrer pas tout à fait au hasard telle ou telle personne, ou de commettre tel ou tel attentat. Ils savent les répercussions que ça peut avoir parce que cette structure sociale est compliquée, mais ils en ont une conscience. Ce qui est beaucoup plus difficile quand on est en position dominée, comme les Palestiniens en fait, où les leviers de l'action, c'est du sacrifice. Et le sacrifice, c'est bien joli, mais en fait, ça n'a jamais été vraiment porteur d'avenir. Hein, les kamikazes japonais, il faut toujours se rappeler, c'était des gens qui avaient le courage de monter dans des avions, la folie de monter dans des avions qui étaient dépourvus d'essence pour le retour. C'est-à-dire où ils trouvaient des cibles, où ils n'en trouvaient pas, mais de toute manière, ils ne revenaient pas. Et c'était en fait une obligation qu'ils avaient, suicidaire donc, parce que la situation, alors on dit anomique en sociologie pour expliquer ce qu'est une situation où il n'y a plus de normes, de repères et qui m'amènerait à des conduites suicidaires ou de folie. Mais effectivement, c'est des situations extrêmement désespérées généralement. En Palestine, pour ce qui est des gens qui s'habillent tout en blanc pour porter des bombes, en fait, c'est des gens très désespérés, dont le désespoir est entretenu par des raisons économiques, de l'absence de travail, l'absence de perspective, etc. Donc ces comportements, si vous voulez, suicidaires de l'armée nippone étaient faits effectivement parce qu'ils n'avaient plus d'autres solutions pour contrer les porte-avions et de toute manière, ils avaient perdu la maîtrise du ciel. Donc que les héros aient volé ou pas pour défendre le Japon ou qu'ils aient cherché ou pas à détruire des porte-avions, pour eux, c'était complètement perdu, donc ils faisaient ça. Et on se retrouve dans cette même dimension affective, dans cette même dimension suicidaire qui essaie de manifester quelque chose dans un acte désespéré à travers finalement ce par quoi la Palestine ou des parties palestiniennes ou des mouvements intégristes répondent en fait au comportement d'Israël, qui en même temps une nouvelle fois sait très bien que ça se passe comme ça, donc n'hésite pas à retirer aux chars et aux canons sur tel ou tel endroit, n'hésite pas à renvoyer des hélicoptères et des missiles, et n'hésite pas à faire intervenir une armée qui est une des meilleures du monde et des mieux équipées, pour bloquer un petit portion de territoire dont les enfants vont être malheureux, vont prendre des pierres qu'ils vont jeter sur des Israéliens, qui au bout d'une journée vont s'emmerder, vont prendre un fusil et abattre un gosse, quoi. Vous comprenez cette logique d'action un peu ? Donc en fait, la situation quand elle apparaît comme ça, apparaît compliquée, et elle apparaît complexe en fait parce qu'il manque un modèle logique sur lequel on pourrait s'appuyer pour voir ce qui peut se faire. Alors qu'est-ce que ça veut dire un modèle logique en termes de relations internationales ? C'est ce que je vous expliquais la dernière fois, c'est un renvoi aux théories, aux principes des relations internationales. Est-ce que la théorie, c'est quelque chose qui appartient à l'ordre de la science ou c'est quelque chose qui appartient à l'ordre de l'idéologie ? C'est quelque chose qui dépend des gens et des situations, mais ça dépend aussi des ressources des êtres humains à être capables de comprendre le monde dans lequel ils vivent. Parce que ça nous renvoie beaucoup, cette situation israélo-palestinienne, à la notion de savoir qu'est-ce que c'est que la conscience de l'histoire, tout bêtement, à savoir qu'est-ce que c'est que la conscience de ce que les comportements vont donner à terme, et qu'est-ce qu'on peut espérer que ça devienne quand les choses se font à travers les actes des hommes qui font l'histoire. La chance qu'on a, nous, Européens, et vous me permettrez de n'y mettre aucune connotation d'aucune sorte, mais je le dis sur notre socle culturel, ce n'est pas toujours pour rien qu'on a pu penser que l'Europe avait été quelque chose, le continent des Lumières à l'échelle de l'humanité, des gens capables de penser le monde et de créer les sciences en fait. Ça a été
le rôle historique européen, de créer des sciences qui permettent de mieux expliquer le monde tel qu'il est, de mieux le comprendre et d'espérer le maîtriser. En fait, il faut vous dire que pour nous, hein, là je fais un petit aparté, mais enfin qui vaut pour tout le monde, nous vivons en fait qu'une époque extrêmement révolutionnaire, enfin vous me permettrez le terme, qui renvoie à ce qu'on a connu finalement il y a 2 siècles, pendant la période des révolutions françaises, enfin de la création des nationalités. C'est-à-dire qu'on vit une époque, une évolution majeure à travers la notion de la construction européenne, qui est un long cheminement, hein, qui a pris 30 à 40 ans, qui s'est fait dans le temps tranquillement, qui se fait encore, dont l'euro va nous donner la satisfaction. Mais il faut savoir que pour nous, c'est une chance historique supplémentaire, en tant que civilisation, si vous voulez, mais en tant que puissance économique, de vivre ça alors que les autres régions du monde ne le vivent pas, parce que ça va nous donner les meilleurs moyens du monde pour être producteurs, pour produire de la valeur économique, sans perdre de l'argent et sans dissiper de l'argent dans des questions de conflit ou de guerre. C'est l'idée en fait des pères fondateurs de l'Europe, hein, de Robert Schuman, des autres penseurs qu'il y a eu dans les années 50, c'est de se demander qu'est-ce qui pouvait être espéré pour l'Europe. Est-ce que ça pouvait être de rester tel que dans un champ de ruines tel que la première partie du XXe siècle avait été. Je vous rappelle quand même dans la première moitié du XXe siècle en Europe, entre la France et l'Allemagne en particulier, il y a quand même eu 2 guerres mondiales extrêmement sanglantes, hein, des niveaux de massacre jamais connus dans l'histoire de l'humanité. Est-ce qu'on peut laisser l'Europe comme ça ou est-ce qu'il faut trouver autre chose? Alors là, je vais vous faire un tout petit détour par les questions de la philosophie pratique, enfin des petites philosophies. C'est-à-dire qu'en fait, la notion, la philosophie de la confrontation est une philosophie finalement extrêmement primitive. C'est une philosophie qui nous vient finalement qui vaut pour les Polynésiens, qui vaut pour les Africains, enfin quand je parle des Polynésiens, je pense bien aux mangeurs d'hommes, hein, à ceux qui font... aux Africains, c'est-à-dire en fait véritablement on considère l'autre être humain qui n'est pas dans sa tribu, dans son clan, dans sa puissance de guerrier, on le considère comme une marchandise ou une nourriture, ou quelque chose qu'on peut violer, piller, utiliser, faire ce qu'on veut. La notion d'intérêt, elle renvoie en fait à une philosophie utilitariste qui a été pas mal mise en place par les Anglais au XIXe siècle, donc ça veut dire quand même que c'est une philosophie assez conservatrice, qu'on retrouve dans le néolibéralisme contemporain, mais ça veut dire qu'on va considérer en fait que l'homme est un loup pour l'homme. Et que donc à partir du moment où l'homme est un loup pour l'homme, il va chercher, s'il peut pas être, enfin s'il vit dans un état qui est marqué par du droit, plus ou moins, ou par le respect des 3 pouvoirs, chers à Montesquieu, c'est-à-dire qu'il existe un pouvoir exécutif, qu'il existe un pouvoir législatif, mais qu'il existe un pouvoir judiciaire, qui fait appliquer un droit valable pour tous, mais qui permet quand même d'être un loup pour son prochain, et qui régule la manière dont on est un loup. Que donc, en fait, l'homme étant un loup pour son prochain, le but qu'il va avoir dans la vie, c'est de maximiser son utilité. Alors, c'est les principes de l'économie politique anglaise classique, qui consistent à dire, en fait, qu'est-ce que veut faire l'être humain? C'est se fatiguer le moins possible. Qu'est-ce qu'on peut constater? C'est qu'il y a des hiérarchies entre les êtres humains, et que donc chacun des êtres humains va essayer d'être en haut d'une élite, ou de gravir les marches qui mènent à cette élite, pour être au mieux possible en position alors, de maximiser son utilité, sous-entendu en fait d'exploiter son prochain, de trouver d'autres formes, de choses amusantes à faire. Et c'est en fait le modèle des lords anglais qui est la concrétisation la plus idéale de ce phénomène, idéal typique, c'est-à-dire qu'ils passent leur journée à jouer au golf, au cheval, à pêcher, etc., à aller saluer la reine, en fait, etc., mais qu'effectivement ils exploitent sans vergogne leurs paysans, leurs ouvriers, leurs dominions, les colonies, et compagnie, et compagnie. Mais bien sûr, et ça renvoie aussi à ce qu'est la sociologie, en fait, comme étant une analyse de ce que sont les discours des êtres humains sur eux-mêmes, on va dire que les lords auront d'autant plus tendance à être élégants, penser à des choses distrayantes, qu'on ne va pas se salir les mains en repensant aux masses. Vous voyez ces logiques d'idées? Bien. Et donc, en fait, ça, c'est la logique des intérêts, c'est celle que vous retrouvez aux États-Unis. Et les Américains sont souvent des gens très très fiers de leur excellence sociale. Ils sont très fiers d'être pourvus de dollars, d'être riches, de vivre dans de beaux endroits, d'avoir, etc., 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 etc. Contrairement à ces pouilleux de Mexicanos ou ces pouilleux de machin bidule qu'ils exploitent au maximum au demeurant et à qui ils envoient l'armée ou la dictature dès qu'ils veulent en fait construire un État indépendant, vivre leur propre vie et compagnie. Donc, en fait, la notion de coopération au niveau de l'Europe, elle va apparaître parce qu'il y a des gens qui vont appartenir à une branche philosophique, en fait, tout à fait autre, qui est une branche un peu curieuse parce qu'elle n'a pas eu beaucoup de postérité, probablement parce qu'une bonne partie des gens qui l'ont portée ont été tués pendant la Seconde Guerre mondiale, et aussi parce qu'elle a été un peu mal vue, parce que vous allez voir, elle a une origine plutôt catholique, mais prudemment, on va dire chrétienne si vous voulez,
et qu'elle en fait, elle actualisait des principes qui ont été souvent classés au XIXe siècle ou utilisés par les mouvements finalement marxistes-léninistes. En fait, ce n'est pas tellement des marxistes-léninistes aguerris, hystériques, au couteau entre les dents, etc., dont on parle ici, mais c'est plutôt des logiques en fait qui voulaient parler du monde ouvrier et pensaient que l'exploitation de l'homme par l'homme n'était pas fondamentalement quelque chose d'approuvé par les évangiles. Aujourd'hui, la trace de toutes ces choses-là, on la trouve en Amérique du Sud à travers quelque chose qui s'appelle la théologie de la libération, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a été constitué en fait dans les pays type Brésil, des endroits comme ça, durant les années 70, par des gens qui étaient souvent des dominicains, des jésuites, des gens comme ça, qui disaient qu'en fait il apparaissait contraire au principe de l'évangile qu'on laisse mourir dans la pauvreté la plus absolue 80% des populations, alors qu'on laissait vivre dans le bien-être 20% d'entre elles, et qu'au contraire le message évangélique d'un monde paradisiaque pour tous un jour pouvait s'appliquer sur terre. C'est la fameuse opposition augustinienne, si vous avez fait un peu de théologie ou d'histoire de la pensée, qu'il y avait entre la cité terrestre et la cité divine. C'est-à-dire qu'il y a eu très longtemps un discours ecclésial qui disait, bon, le monde est ce qu'il est, c'est bien tragique, c'est bien triste, il faut mieux faire des prières, il faut mieux faire des offrandes, etc. C'est un discours très propre à l'islam aussi, d'ailleurs, très fortement ancré dans la notion qu'on peut mourir en se sacrifiant, puisque le paradis est après la mort. Ce qui fait la philosophie des talibans en ce moment aussi, d'ailleurs. Et qui donc, en fait, sur ces aspects-là, refusait d'admettre qu'il y a la moindre question à se poser. Un problème technique, Christian, ou... Non. Il y a la moindre question à se poser sur le fait qu'il y a une cité terrestre dont on ne s'occupe pas, qu'on laisse en l'état, et en fait la renvoyer à une autre phrase évangélique qui est attribuée à Jésus de Nazareth, qui disait « Il faut laisser ce qui est à Dieu est à Dieu, ce qui est à César est à César ». D'accord? Vous me suivez toujours? Donc en fait, il y a eu les fondateurs de l'Europe, et ils ont raison aujourd'hui parce qu'ils ont réussi à faire apparaître l'Europe telle que nous la connaissons et telle que l'euro va la matérialiser. Les fondateurs de l'Europe, en fait, sont basés sur une autre philosophie qui consiste à dire non, les êtres humains peuvent avoir des relations entre eux positives, des relations de coopération. Et que la traduction au niveau des États, ça va être essayer de construire des formes de coopération qui empêchent les gens d'avoir des logiques d'intérêt qui soient opposées, qui empêchent les gens d'avoir des logiques de confrontation qui puissent apparaître. C'est pour ça qu'en fait, on a petit à petit, au sein de l'Europe, privé l'Allemagne d'armement, qu'on a petit à petit en fait essayé de faire une armée européenne sous le couvert de l'OTAN. C'est pour ça aussi qu'on a institué à Bruxelles et ailleurs en fait un Parlement européen, mais surtout des commissions européennes où toutes les questions étaient débattues, toutes les questions étaient appréhendées en amont des questions des États, qui étaient censés appliquer les directives européennes, et qu'aujourd'hui on est dans un nouvel ordre constitutionnel où tout ça est en train un peu de se mettre en place. Et en fait, l'ordre institutionnel exact d'aujourd'hui, et je voulais vous en parler la semaine prochaine, peut-être je reviendrai sur la question en fait, de savoir où est-ce qu'on en est en termes de droit constitutionnel en Europe. Si on devait faire quelque chose d'extrêmement précis, ça serait un peu flou. C'est-à-dire que nous, on dépend d'une 5e République, il y a une constitution, mais on l'a amendée pour reconnaître un autre ordre institutionnel, on est dedans, on vit avec, on ne se pose pas trop de questions, mais ceci dit, c'est quelque chose d'extrêmement neuf. Et qui pose aussi maintenant, qui va commencer à poser beaucoup de questions avec l'apparition d'une Europe des régions fédérales. Donc la notion de coopération, qu'est-ce qu'elle veut dire sur le cas palestinien et en quoi c'est pour nous en fait une ressource mentale supérieure pour penser le problème? C'est de se dire aussi, bon, ben, les Israéliens tapent sur les Palestiniens tapent sur les Israéliens, enfin moins quand même, mais quand même. Pourquoi ils ne font pas une communauté européenne? Pourquoi ils ne créent pas un espace économique commun? Pourquoi ils ne se suppriment pas les questions des armes? Pourquoi ils ne s'oublient pas leurs frontières? Vous voyez l'idée? Donc en fait, si vous voulez, pour nous, en termes d'êtres humains civilisés, qui résonnent normalement dans des territoires stables, prospères, civilisés, pérennes, etc. Et ça, ce que je dis en fait à Bordeaux ici, vaut pour moi beaucoup en fait sur l'étendue du territoire européen, éventuellement d'autres endroits. Pour l'Écosse ou l'Irlande, ou des régions pyrénéennes, ou éventuellement d'autres régions qu'il peut y avoir du côté ce qu'on appelle les PECOS, c'est-à-dire les pays qui vont rentrer dans la communauté européenne. Si la Slovénie avait été admise très tôt dans l'Union européenne, on n'aurait jamais vu de chars ou de tanks, de chars ou d'avions attaquer la Slovénie.
Donc la question, en fait, dans les relations entre les États, c'est que, qu'en est-il effectivement de cette problématique qui consisterait à voir l'équivalent d'une construction européenne se faire finalement au Moyen-Orient? Pourquoi ça ne se fait pas? Et c'est là, en fait, où la géopolitique redevient quelque chose d'extrêmement basique, de quasi sordide, de cynique. Et c'est-à-dire qu'on peut lister toutes les raisons qui font que ça ne se fait pas comme ça, en commençant par les intégristes religieux israéliens, leurs extrêmes droites, etc., en continuant par les intégristes islamistes, de toute obédience qui soit, qui font exprès que ça ne se fasse pas. Avec les problématiques liées à des États qui refusent d'évoluer, type la Jordanie, qui n'a aucune envie de devenir une république, qui préfère maintenir une monarchie. Avec les problèmes liés aussi à l'Irak, qui refuse d'admettre qu'elle pourrait vivre sans la caste qui la dirige, ce pays, qui refuse d'admettre que les Kurdes, après tout, ont tout à fait le droit de vivre entre Kurdes, quelque part. Et que ça aille jusqu'à la Turquie ou pas. Mais il faudrait déjà que la Syrie ait bien voulu changer. Et là, on se retrouve en fait sur une structure sociale de l'action qui devient à peu près claire. C'est-à-dire qu'en fait, on voit des grands pôles d'intérêt qui mobilisent des ressources énormes en termes d'argent, d'armes, de discours, de moyens de discours, et qui font en sorte de défendre leur précaré dans un obscurantisme permanent, parce que les gens qui en font partie en tirent un maximum d'intérêt, ils maximisent leurs utilités vraiment au maximum de possible, quoi. Les chefs des mouvements intégristes islamistes qui envoient mourir les jeunes après les avoir endoctrinés sur des années et des années pour qu'ils croient à ces âneries, etc., pour qu'ils aillent mourir, quoi, en fait, comme des bœufs couverts de sang explosés dans leurs bombes, c'est des gens qui savent très bien ce qu'ils font. Chaque fois qu'ils envoient quelqu'un mourir, ils ont pris avant l'argent de l'offrande, ils ont pris après, ils vont gérer le mort, donc ils vont gérer l'argent de l'enterrement, ils vont gérer l'argent qui va revenir toute l'année après à la mosquée, etc., etc. Ils restent sur une position économique dominante et intéressés, et ils préfèrent laisser mourir des gens, et que ça dure des milliers d'années, parce que de toute manière, pour eux, ils ont une pensée qui est si imprégnée de cette alignation des êtres qui est le divin, qu'ils n'arrivent pas à comprendre que les gens pourraient vivre simplement dans un paradis terrestre bête et méchant, normal, où ils ont à tous à bouffer, tous à boire, tous à se respecter, quoi. C'est très vrai aussi pour tous les Israéliens, parce que vous trouverez dans les franges les plus dures, entre guillemets, actuellement en Israël, des gens qui sont des immigrés russes très récents, qui sont venus parce qu'ils étaient plus ou moins ultra-orthodoxes, et qui en plus sont venus parce qu'ils étaient souvent habilités par des raisons mafieuses, ou des raisons plus que douteuses, on va dire, pour effectivement grossir le flot des troupes qui va faire des implantations dans les colonies. Mais qu'est-ce qui se passe dans les colonies quand les gens s'y implantent? C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui viennent d'ailleurs, qui n'avaient pas de chez eux, si vous voulez, à qui on dit venez en Israël, vous aurez un bel endroit pour vivre. Et on va en fait trouver des promoteurs israéliens qui vont faire de la spéculation immobilière, qui vont acheter des terres, qui vont spolier des terres qui sont palestiniennes, et qui vont y installer des gens, qui vont laisser là, des gens qui ont peut-être dépensé toute leur fortune personnelle pour venir acheter un petit lopin, etc., et qui vont les laisser là, les laisser en fait à l'abandon, en sachant parfaitement qu'ils les ont mis sans les prévenir dans un endroit qui était entouré de Palestiniens qui n'avaient pas du tout envie de les voir là, et que donc il va falloir les armer, en plus il va falloir leur vendre des armes personnelles, des choses comme ça, envoyer les prêtres, je ne sais plus comment ils s'appellent déjà, les prêtres judaïques. Les rabbins, voilà. Il faut envoyer les rabbins pour faire tout ce qu'il faut comme boulot de circoncision, de machin, tous ces trucs soi-disant essentiels pour que l'être humain devienne humain. Et ensuite, ils vont laisser les colons tirer sur des Palestiniens parce qu'ils ne veulent pas admettre que les Palestiniens ont envie d'être chez eux, et ça va être encore une fois régulé par l'armée. Et vous retrouvez en fait toutes ces dynamiques-là de manière extrêmement structurée, extrêmement permanente, tant qu'effectivement il n'y aura pas un certain nombre d'évolutions majeures conceptuelles possibles, mais il faut vous dire que la volonté de faire l'Europe n'a pas été facile. Ça n'a pas été tous les jours donné, à la fois le mitterrandisme d'un côté, à la fois le frontisme de l'autre, à la fois les mouvements un peu de genre pasquoyen, etc., ont tout fait pour qu'au début des années 90, la France s'oppose au traité de Maastricht. Le traité de Maastricht n'est pas une très très importante réforme institutionnelle, c'est un peu du flanc, si vous voulez, sur cet aspect-là des choses, mais vous avez eu la France, c'était en 91, si ma mémoire est exacte, qui a été un peu coupée en deux sur cette question de Maastricht, parce qu'en fait, il y a des gens qui étaient pour l'Europe, mais qui ne voulaient pas de Maastricht, d'autres qui étaient contre pour des raisons. Vous retrouvez ça exacerbé parfois à l'anglaise, quand l'Angleterre a très longtemps refusé de s'intégrer dans l'euro,
parce que la livre sterling répondait à des intérêts économiques plutôt à dominante coloniale, plutôt à dominante monarchique, etc., et qui ne voulaient pas effectivement voir basculer l'histoire à la manière de la construction européenne. Mais le problème, c'est qu'au Moyen-Orient, les populations, à force de ne pas avoir reçu d'éducation, à force de ne pas avoir eu d'autres ouvertures au monde, vivent vraiment dans des univers de connaissances extrêmement restreints. C'est très facile de fabriquer des terroristes hystériques en fait, dans les territoires palestiniens ou arabes sous domination, parce que les gens n'ont pas une culture comme la nôtre. Ce ne sont pas des gens effectivement qui savent, qui ont baigné dans un humanisme, qui ont baigné effectivement dans des principes de république, etc. Et qui donc en fait peuvent a priori prendre conscience. Donc, ne pouvant prendre conscience, ils suivent des leaders dans lesquels ils ont toute confiance. Et souvent, en fait, pour que ces leaders soient très stables, on y remet une couche de religieux là où il faut, ou une couche en fait de dictature là où il faut. C'est des régions, comme il faut être très très clair. La Syrie est une dictature historique. L'Irak reste une dictature historique. L'Égypte, ça va beaucoup mieux, si vous voulez. Pour nous, c'est très tolérable ce qu'il y a en Égypte. Mais c'est quand même une dictature, quoi. C'est la permanence d'un seul homme, quoi. Et d'une certaine manière, en Israël, bon, on a beau dire ce qu'on veut, c'est comme les mêmes qui gouvernent depuis des années. Il y a Barak qui avait avant Sharon, enfin, c'était quand même tous des chefs d'état-major qui sont succédés à la tête d'une démocratie, réputée démocratie parlementaire. Juste une question, s'il vous plaît. Pour à quel point, en fait, là, quand on pose la question, pourquoi il n'y a pas une sorte de communauté européenne, par exemple, dans les territoires palestiniens et israéliens, est-ce que là, on considère que ça, c'est la question qui est posée par des Européens uniquement, ou Européens et Américains? Est-ce que les deux côtés sont d'accord pour trouver d'abord une solution, et après, on va chercher comment on va trouver cette solution? C'est très bien posé, mais je pense qu'en fait, les Américains, pour répondre à votre question, en fait, se sont jamais... Enfin, je pense que la manière dont on en parle est neuve aujourd'hui. Là, on est en train de produire de la connaissance, si vous voulez. Je pense que jamais personne s'est assis autour d'une table dans les négociations, américains ou pas américains, pour se dire comment peut-on trouver la solution. Aujourd'hui, George Bush incite violemment Israël à trouver une solution, parce qu'il a envie de voir s'arrêter les choses, mais pour lui, trouver une solution, c'est qu'ils arrêtent de tuer du Palestinien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas aller chercher un peu plus loin. J'ignore totalement, en fait, à ce niveau-là, les moyens de pression qu'il y aurait sur les États palestiniens, enfin sur les membres de l'État palestinien. Mais la solution, en plus, pour la poser, si vous voulez, au sens où vous la posez, il faudrait faire une véritable problématique à l'échelle régionale. C'est-à-dire que tout ça, sans la Syrie, la Jordanie, sans l'Irak, sans les Kurdes, ça n'a aucun sens. Il y a ça. S'il y a aussi le rôle de l'intégrisme dans la région, on le montre souvent dans la région, en fait, l'intégrisme, surtout islamiste, comme le fruit des États-Unis et des pays occidentaux. Ça s'est surtout produit dans... Non, attendez. La question... Il n'y a pas de fruit d'un pays, parce que c'est se faire un anthropomorphisme. L'intégrisme, non, c'est le fruit d'un travail de mobilisation et de socialisation, c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui, continu et constant de gens qui avaient intérêt à ce que l'intégrisme apparaisse et qui l'ont fait faire pour. L'intégrisme islamiste n'existait pas sous la forme qu'on la connaît aujourd'hui en 1970. C'est quelque chose d'assez contemporain. C'est quelque chose qui a 10 ans, 15 ans, quoi. Le Liban voit l'émergence vraiment enfin, si vous voulez, l'autre versant de l'intégrisme, ça a été quand même la réussite des chiites en Iran, quoi. Qu'il ne faut pas oublier, quoi. Quand ils prennent le pouvoir sur le Shah, les chiites, en fait, déclenchent quelque chose qui n'avait jamais eu lieu avant, quoi. Il n'y avait jamais d'État islamiste nouveau qui s'était monté comme ça. Les États islamistes, avant, c'était les monarchies arabiques, qui étaient de vieilles pédurations de tribus du désert, quoi. Qui n'est pas très saine non plus. Enfin, je veux dire, le rôle des Saoudiens avec la Mecque est essentiel pour obliger les gens à croire en Allah et de croire effectivement au besoin du pèlerinage dans la Mecque, du besoin de croire effectivement, enfin du besoin de croire tout court d'ailleurs, et le besoin de respecter les commandements censés être ceux de l'intégrisme. Je réponds à votre question ou pas? Oui, mais il y a quelques origines en fait douteuses pour pas mal des... Quelques... Il y a des origines douteuses, je trouve. Il y a beaucoup de doutes sur des origines de quelques mouvements... Ah oui, mais après, enfin, si vous voulez... Là quand on voit là où ils sont plantés, là où ils sont maintenant, ou là où se trouvent maintenant en fait leurs leaders, là où se trouve leur compte, là où se trouve leur fonds en fait,
On se pose des questions. Savoir s'il n'y a pas une influence américaine. Oui, Oui, non, mais attendez, non. L'exemple type, c'est en fait les talibans, en fait. Oui, non, mais je vous renvoie à ce que je vous disais sur la logique de l'intérêt et la logique de la confrontation. Les Américains sont des gens qui raisonnent complètement dans ces deux logiques-là. Donc si vous me demandez si les Américains n'ont pas financé les talibans, bien sûr qu'ils ont financé les talibans. Bien sûr qu'ils ont organisé les talibans parce qu'ils pensaient être en confrontation absolue avec les Russes et que donc tout ce qui permettait d'avancer leurs intérêts en emmerdant les intérêts des autres, c'était très bon pour eux. Vous voyez cette idée? Donc en fait, c'est une question de philosophie globale, nouvelle, de théorie, si vous voulez, qui peut être informée par des théories effectivement plus de nature historique ou scientifique. Enfin, c'est-à-dire, est-ce que la coopération, c'est parce qu'on doit rechercher pour trouver des solutions, justement? Mais la bonne question à se poser, c'est est-ce que des gens ont envie de cette solution? Parce que la déclinaison sur d'autres terrains, enfin, je peux connaître des choses coréennes. J'ai une amie coréenne. Il y a les Coréens du Sud et les Coréens du Nord. Bon, c'est un pays qui est coupé en deux par rapport à depuis 1953 au 47e parallèle, si ma mémoire est exacte, suite à une guerre. D'accord? Et puis la Corée du Nord, comme régime genre bloqué aussi, c'est terrible. Hein. Certains mots que j'ai dû dire aujourd'hui ont pu paraître un peu durs sur les mentalités des gens intégristes, etc. Mais les Coréens du Nord représentent quand même un des degrés les plus bas, les plus sordides de l'esprit humain actuel. Hein. C'est un des trucs les plus ignobles et les plus immondes qui soient. Bon. En plus, la Corée, à l'origine, avait un surnom, c'était le pays des trois royaumes. Et en fait, c'est historiquement un bout de terre, quoi, en fait. Hein, je vais le dessiner un peu grossièrement, quoi, qui est fermé au nord, si vous voulez, protégé en fait par des montagnes et des rivières de la Chine, d'accord, qui a des relations maritimes avec le Japon et la Chine, etc., mais qui en fait est une entité globale qui a été coupée en trois. Aujourd'hui, elle est coupée en deux ici, et s'ils se parlent entre eux, c'est tout juste, hein, et c'est très limite. Ça a été l'un de mes premiers réflexes quand je les ai rencontrés. Enfin, j'ai rencontré pas mal de Coréens sur Paris, parce qu'il y a une communauté assez importante, 30 à 40 000 personnes, des restaurants coréens, ils bouffent entre eux, enfin, etc. Et moi, je me trouvais seul blanc, si vous voulez, parmi 50 Coréens. Bon, vous êtes là, vous imprégnez culturellement. C'est des gens qui n'avaient jamais le réflexe, mais c'est parce que ça faisait 30 à 40 ans de dictature aussi qu'ils ont eu longtemps, qui les empêchait de penser à autre chose, qui n'ont jamais le réflexe de se dire autre chose qu'on est en confrontation nord-sud, c'est leur époque de guerre, ou bien on est en logique d'intérêt, est-ce qu'on va laisser Samsung prendre le pouvoir, enfin Hyundai et leurs autres, ce qu'on appelle les chaebols, c'est-à-dire des grands conglomérats économiques, monter sur l'armée, monter sur le gouvernement, financés effectivement par le FMI, la Banque mondiale, etc. Est-ce que ce sont eux qui vont prendre le pouvoir dans le Nord et transformer le Nord à l'image du Sud, ou est-ce que finalement un jour, peut-être que le Nord va réussir à nous envahir et transformer le Sud en Or? Vous comprenez ça? Et c'est le même degré d'interpénétration des choses qu'il y a eu de manière constante en fait sur la question de la terre historique de Palestine, hein, qu'on appelle Israël ou autrement. C'est-à-dire en fait les gens se demandent est-ce que les Palestiniens vont réussir à rejeter les Israéliens à la mer ou est-ce que finalement les Israéliens vont réussir à rejeter tout le monde dehors. Et c'est là en fait où vous êtes constamment dans les oppositions, confrontations et intérêts. Et effectivement vous raisonnez sur en plus une dimension spatiale qui est binaire. C'est ou l'un ou l'autre. C'est un machiavélisme. En fait c'est un manichéisme. Et c'est une des manières les pires de raisonner pour trouver des solutions. Donc c'est là en fait où il y a une innovation énorme. Donc à travers une certaine influence du personnalisme chrétien, à travers ces philosophes qui sont Emmanuel Mounier et Jacques Maritain, sur certaines personnes qui vont se trouver à Paris puis à Bruxelles, à des moments stratégiques en charge de conduire l'État sur des questions particulières, en particulier l'énergie, le pétrole, le charbon et l'acier, et qui vont s'apercevoir avec des gens qui sont plutôt des gens du Benelux et de l'Allemagne, etc., que ça vaut plus le coup de trouver une solution ensemble plutôt que de rester dans l'antériorité. Et c'est des êtres humains qui avaient, alors ça c'est la sociologie qui peut vous l'expliquer, qui avaient une situation historique à un moment donné où ils pensaient le monde d'une manière neuve et ils avaient la possibilité d'agir sur le monde de cette manière neuve. Et donc, ils ont réussi par un coup de bol, en fait, mais par une logique d'action peut-être aussi, par une véritable prise de conscience sur l'histoire également, à se demander s'il n'y avait pas une troisième solution, qui effectivement était une stratégie à somme positive. Et c'était une des premières fois qu'en termes de relations internationales, on posait la question et on trouvait une solution. Et moi, le réflexe que j'ai eu sur les Coréens, c'est mais pourquoi vous ne faites pas une seule entité économique avec une monnaie unique, ça permet effectivement de changer tout. En plus, avec eux, pour la question, c'est que s'ils arrivent à faire l'équivalent d'une communauté européenne, enfin,
autour d'eux, ils le font directement avec la Chine. Donc en termes de marché, c'est pas mal. Donc la prise de conscience en fait de ce phénomène est aussi d'une essence relativement récente. Pour vous parler en fait de ma propre personne modestement, mais c'est là où je vous redis que la conscience de l'histoire et des sciences humaines est une conscience dynamique en fait, qui est beaucoup reliée à la place dans l'histoire et au moment dans l'histoire où on est, la conscience qu'on en a, c'est que grâce à l'euro et à ce que moi j'ai compris de ce que l'euro offrait en fait en termes de dynamique économique pour sortir des situations artificielles de crise et pour advenir en fait à la situation du plein emploi qu'on peut espérer aujourd'hui, c'est qu'effectivement c'est une très bonne chose d'avoir pensé à construire la communauté européenne parce qu'on se retrouve en situation de coopération, on est tous obligés de trouver des bonnes solutions à tout, que ce soit pour la chasse à la tourterelle ou que ce soit pour autre chose. Et on peut penser que c'est donc un modèle logique supérieur qui apparaît et qui témoigne d'une évolution historique extrêmement majeure, proche de celle d'il y a 2 siècles de la Révolution française. C'est-à-dire qu'on a vu la Révolution française apparaître après une révolution américaine, après un siècle des Lumières. C'est les premières fois que des républiques se sont construites à l'échelle d'une nation, la première fois que des notions d'une nation sont apparues, qu'effectivement la première fois qu'on a posé l'idée bête et méchante que tous les hommes naissent libres et égaux en droit et le demeurent. Et il est très probable que je vous parlais l'autre jour de développement. Vous savez, je vous disais qu'il y avait des théories de la modernisation. Je ne sais pas si vous en rappelez la dernière séance, je vous ai parlé des théories de la modernisation, des questions de développement économique et de développement politique. Il apparaît très clairement, et moi-même en conscience, j'en prends davantage conscience en vous en parlant, qu'effectivement il y a un retard ou un défaut en fait, de développement politique dans les territoires israélo-palestiniens et qui est valable pour tous les acteurs. Alors la grosse question qui se pose aujourd'hui, c'est savoir qui peut être acteur de la possibilité de cette prise de conscience et comment la faire. C'est là où la géopolitique revient de quelque chose, même si elle a simplifié l'analyse, quelque chose qui redevient complexe à mettre en œuvre, c'est sur qui s'appuyer, sur quelle force sociale, sur quelle dynamique réelle s'appuyer pour aboutir à une telle perspective de solution. Est-ce qu'il faut le faire par la force ? Est-ce qu'on peut l'espérer chez eux par la négociation ? C'est ça qu'il faut trancher, et là, en fait, ça devient de la politique. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait agir les gens pour qu'on obtienne tel ou tel résultat, ou comment on les contraint à le faire produire. Parce que moi, je suis persuadé que la solution pour ces territoires-là, que j'espère de tout mon cœur, pour tout le monde, elle passe par un biais de cet ordre. Parce que généralement, quand les gens commercent bien, ils ne pensent pas à se frapper sur la gueule, et quand ils commercent bien, ils ont des liens entre eux. Et le commerce entre les personnes, c'est aussi une notion en langue française qui est une notion d'amabilité, d'affabilité, etc., qui sont des notions très absentes pour l'instant des relations qu'il y a dans ces régions-là, mais qui semble bien quand même que pour y parvenir, il faille qu'on tranche 2-3 questions un peu fondamentales, qui sont liées souvent à des fondamentalistes, qui soient israéliens. Il ne faut pas oublier que la mort de Rabin a été quelque chose de terrible. C'est un attentat perpétré par des fondamentalistes réactionnaires, orthodoxes, religieux israéliens. Et de l'autre côté, il y a quand même une grande masse de gens qui sont persuadés que la lecture du Coran et du prophète en fait, doit amener à massacrer son prochain. Et ils sont quand même nombreux et équipés. Et tant qu'on n'a pas réglé leur cas, c'est pas facile. Et de toute manière, tant que la question kurde, quelque part, reste un non-dit énorme, et que la question, effectivement, jordanienne, est un peu bloquée, on ne voit pas très bien qui pourrait le faire. Mais ce qui se passe actuellement aussi, c'est qu'on se demande, on peut se demander, ce sera ma conclusion, le nouvel ordre mondial qui émerge du 11 septembre, qui est donc dû à des raisons gravissimes, est probablement en fait, significatif aussi de l'émergence d'une nouvelle structure sociale globale de l'action. On va pouvoir commencer à se poser ce type de questions parce qu'on va essayer d'espérer que le XXIe siècle ne soit pas un siècle qui soit encore gouverné par des hystériques intégristes qui essayent de tuer leur prochain comme première base de comportement logique.